Bien, bonjour tout le monde. On va attendre. Bienvenue pour ce webinaire Les trains des festivaliers. Donc, je vous propose, avec la belle brochette qui est autour de moi là, 4 festivals qui vont témoigner tout à l'heure. Jean pour Cabaret Vert, Christophe pour Jazz à Vienne, Rémi pour la Nuit de Lettres et Céline pour l'expérimentation sur Avignon. Et Herman Lugan qui va se charger d'animer le chat et les questions. On va y revenir dessus après. Et en attendant, pour commencer à faire connaissance, je vais vous proposer de répondre à un petit questionnaire qui a dû apparaître. Est-ce qu'il a apparu? Hop. Non. Hop. Alors, vous allez pouvoir répondre à un petit questionnaire normalement qui s'affiche chez vous pour savoir un peu du coup qui vous êtes. Donc 150 personnes se sont inscrites à ce webinaire. Et donc l'idée c'est de voir du coup qui est là. Des festivals bien sûr, des organisateurs de festivals, que ce soit des associations, des producteurs, etc. Des accompagnateurs de la transition écologique de la culture, des acteurs des mobilités, d'autres acteurs culturels ou des passants intrigués. Voilà l'idée. Donc, on va répondre à ça tranquillement. Et donc, je vais couper, hop, partager l'écran. Oui. Non, ouais, pas. Alors, et je vais, les copains, est-ce que vous pouvez enlever la caméra comme ça on va, et on se revoit tout à l'heure. Ah, mais normalement ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de ce webinaire? L'idée, c'est de partager avec vous le fait que on pourrait sûrement bien améliorer la desserte des festivals, de beaucoup de festivals grâce aux ferroviaires, pour réduire leur impact. Et j'ai pris cette image du surf parce que effectivement, il y a plein de choses où on se dit, ce serait l'idéal. Certains semblent en faire, ça donne envie, mais en fait, on a un peu peur. Ça fait rêver, ça fait un peu peur, on ne sait pas comment s'y prendre. Et l'idée, c'est de vous aider à voir comment on peut, les uns les autres, monter sur nos planches pour commencer à surfer en 2024 et petit à petit aller plus loin, arriver à faire mieux. Et là-dessus, là aussi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que c'est de l'enthousiasme et du fait que, en fait, on est nombreux et que l'idée, c'est que tout le monde peut y arriver et plus on est nombreux à le faire, plus on peut avancer ensemble. Alors, qui je suis? Moi, je suis Benoît Lanus, je suis urbaniste. J'ai été donc urbaniste en collectivité locale pendant 15 ans, notamment à Toulouse Métropole. Et à 6 ans, j'ai créé une association qui s'appelle Rallumons l'étoile et qui milite pour la création d'un RER toulousain et qui rassemble plein d'acteurs qui n'avaient pas voix au chapitre. Donc, plus de 400 adhérents individuels, des associations, une trentaine de communes de tous bords politiques et des acteurs économiques, avec ce truc particulier qu'on est une association qui arrive à réunir et le MEDEF et France Nature Environnement, et on ne va pas être beaucoup à le faire, parce qu'on se positionne dans une démarche pragmatique, constructive, et sur lequel du coup on arrive, excusez-moi, on arrive à faire bouger des lignes de manière constructive. Et du coup, il y a un an, j'ai décidé de quitter mon activité de fonctionnaire pour lancer Ferroviaire démocratique avec l'idée que ce qu'on avait fait à Toulouse, sous mon impulsion, on peut peut-être le faire ailleurs.
Et donc, il y a d'autres acteurs qui pourraient être intéressés à essayer de voir comment améliorer l'offre de train chez eux. Et il se trouve que quand j'ai présenté mon approche, il y a David Hirle qui m'a sollicité, qui m'a dit, mais attends, ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on a besoin, nous, dans la culture, parce que l'impact des mobilités publiques, c'est énorme, et il y a un truc que personne ne sait comment ça marche, c'est le ferroviaire. Donc du coup, ben, j'ai commencé à tirer ce fil-là, avec l'organisation d'une première formation pour David et quelques-uns, et en intervenant encore en décembre dernier au marathon créatif organisé dans le cadre de Festival en Mouvement, on va reparler tout à l'heure, pour aider des acteurs engagés à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire dans les prochaines années. Et du coup, j'ai eu envie de continuer à creuser ce sillon. Alors juste, Herman, si tu pouvais couper ton micro. Merci. Donc, ce qu'on va voir au programme aujourd'hui, pour cadrer un peu le sujet, je vais vous donner un peu comment j'aborde le sujet. Une fois que je vais commencer à creuser, c'est l'histoire d'un dessert des festivals avec 3 problèmes et 4 pistes de réflexion. Et puis après, on continuera avec 4 témoignages de festivals qui avancent. Donc je disais Jazz à Vienne, Cabaret Vert, Avignon et la Nuit de l'Erdre, et qui vous partageront du coup un peu où est-ce qu'ils en sont, quels sont leurs questionnements, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et avec du coup 15 minutes de questions qui seront animées par Herman. Et après, je vous présenterai un peu mes 5 propositions d'action pour essayer d'agir dès l'année prochaine, dès cette année, je veux dire, parce que 2024, ça se prépare forcément cette année, mais 2025, ça se prépare aussi en 2024 et 2026 aussi. Et après, je terminerai par un petit temps pour vous expliquer un peu quelles suites sont possibles. Et donc, du coup, pour poser vos questions pour les 2 séquences de questions, vous avez un module questions ici, en bas à droite, et sur lequel il faut poser vos questions là. Et c'est Herman Lugan qui, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la cheville ouvrière du volet transition écologique de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028, et qui prendra vos questions et les posera aux intervenants. Sur ces questions, vous pouvez non seulement poser des questions, mais vous pouvez aussi voter. Je vois qu'il y en a qui ont. Herman a fait un test sur le replay, mais du coup, voilà, vous pouvez voter pour des questions pour les faire monter, parce que c'est pas, il y aura peut-être beaucoup de questions. On est 77 au direct. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on verra comment on peut essayer d'y répondre par la suite. Ce que j'ai pas dit sur les suites, et c'est un petit teasing pour la faire, c'est forcément, je pense qu'on sera nombreux à être au BIS de Nantes à partir de demain jusqu'à jeudi, et donc il y aura des possibilités de poursuivre les échanges à ce moment-là. Je vous en dis plus à la fin. Voilà. Alors, du coup, c'est bon. 3 problèmes pour cadrer un peu le sujet, 3 problèmes et les pistes de réflexion. D'abord, un premier problème qui est que finalement, maintenant qu'on fait des bilans carbone, on arrive mieux à quantifier qu'est-ce qui impacte, quels sont les réels impacts des festivals ou d'autres acteurs en termes de bilan écologique. Et du coup, que quand on fait des bilans comme ça, moi j'ai pris l'exemple de Jazz à Vienne, mais je laisserai après Jean en parler. On s'aperçoit que la mobilité des publics a un poids énorme. Alors, là, c'est 50%. D'autres, c'est plus. Et que là-dedans, en plus, tout le monde n'est pas égalitaire, parce que entre un public local qui viendrait de pas loin, même en voiture, et un public qui vient de loin en voiture ou en avion, l'impact n'est pas non plus le même. Et des fois, une petite partie du public peut avoir un impact énorme, et une grosse partie, un truc plus modéré. Par rapport à ça, donc vous avez dû pouvoir télécharger l'étude, les trains des festivals que j'ai faite. Et quand on regarde la base de données qui existe, qui est avec 7000 festivals qui sont répertoriés, on s'aperçoit que, hors Île-de-France, qui est exceptionnel,
Hors Île-de-France, c'est 43% des festivals qui sont à moins de 2 km d'une gare. 22% qui sont à moins de 5 km d'une gare. Et donc ça donne à réfléchir parce que ça veut dire que sûrement qu'on peut améliorer grandement la desserte de pas mal de festivals grâce au train. Alors, ce sera pas la réponse pour tout, mais ça peut permettre quand même d'avoir un poids important. Et du coup, dans l'étude, vous aurez pu trouver ce type de carte par région, avec les chiffres par région, et pour se donner à voir, commencer un peu une base de travail on a peut-être des choses à faire et à réfléchir au niveau régional. Deuxième problème, c'est oui, il y a un potentiel. Par contre, pour passer à la réalité, c'est compliqué. Et on s'aperçoit que l'offre de train elle-même est souvent pas terrible. Il y a pas de train le soir. Alors comment on rentre d'un concert, d'une pièce de théâtre, le soir s'il n'y a pas de train. L'offre le week-end est pas terrible. Les billets sont souvent vendus très tard, à peine 3 mois avant, alors que vous le savez, dans vos festivals, vous lancez la billetterie bien plus à avance. Et puis en plus, c'est compliqué entre les TER, les trains TGV, etc. Tout est compliqué. Et en plus, le train en lui-même, il ne faut pas l'avoir tout seul, mais on se pose des questions de comment on va de la gare au festival, où je peux laisser mes affaires, parce que la voiture, c'est intéressant pour pouvoir poser ses affaires, se reposer, pouvoir se retrouver avec ses copains. Bref, tout ça, c'est compliqué. Et donc, du coup, c'est compliqué pour les usagers. Et donc, du coup, la deuxième piste de réflexion, c'est que je pense qu'il faut avoir un nouveau regard sur le public. Et que j'ai appelé l'étude de train de festival, mais je pense qu'il faut penser train des festivaliers, parce qu'il faut vraiment se mettre à leur place pour essayer de les faire basculer. Et d'où l'importance de bien connaître son public actuel, de le segmenter, parce que les études d'impact montrent que une faible pourcentage qui vient de louer en avion, il n'a pas les mêmes impacts que celui qui vient à côté, et donc du coup, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Il faut aussi explorer le public potentiel, parce que imaginons que vous avez une bonne desserte de train, et peut-être qu'il y a un public potentiel qui pourrait venir facilement, qui ne vient pas aujourd'hui. Et donc tout ça, en fait, il faut avoir en tête que pour faire changer les mobilités de personnes, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on reparlera tout à l'heure de l'étude qui a été faite dans le cadre de Festival en Mouvement, mais elle confirme quelque chose qu'on sait déjà de manière générale sur les mobilités, c'est que ce n'est pas l'écologie qui fait changer les mobilités. Ce n'est pas beaucoup le coût. Les trucs les plus importants, c'est est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est confortable. Et donc, d'où l'importance de se mettre à la place des festivaliers. Deuxième point pour répondre à ce truc-là, c'est pas terrible, avoir en tête, voilà, quand on n'est pas expert du ferroviaire, on peut se dire c'est compliqué. Dès qu'on va voir la SNCF, on dit c'est compliqué. Alors, j'essaie d'esquisser là, de dessiner une offre normale. Vous avez des trains un peu toute la journée, pas toutes les heures, mais presque. Mais à 21h, vous n'avez plus de train. Et ce que certains arrivent à négocier, c'est avoir un train spécial pour revenir à minuit, à 2h, à 3h, mais souvent avec une tarification différente de celle de la journée. Donc, c'est une complexité en plus. Première piste d'amélioration, en fait, ce train spécial, en fait, des fois, on se dit, mais entre 21h et 3h du matin, qu'est-ce qu'il fait ce train? En fait, souvent, il ne fait rien. Et donc, peut-être que déjà, on peut avoir des améliorations qui sont que si on affrète un train spécial, autant qu'il se fasse des allers-retours toute la nuit. Ça peut avoir un intérêt, on peut se dire, mais oui, mais le plus gros du monde va vouloir rentrer à la fin. Oui, mais par exemple, un des attraits de la voiture, c'est pouvoir se dire, je pense que je vais rester jusqu'à 2h du matin, mais si je suis fatigué, je peux rentrer, ou je peux me poser. Et donc, faire des allers-retours pendant la soirée, c'est pas là où il y aura le plus de monde, mais ça peut permettre de convaincre certains de dire, je lâche ma voiture, je prends le train, parce que si je veux rentrer plus tôt, ou si je veux partir un peu plus tard, je peux le faire. Deuxième scénario, juste comme ça pour vous esquisser rapidement, mais qui moi me semble c'est ce qu'il faudrait atteindre, c'est obtenir que cette offre supplémentaire en soirée, le temps d'un festival, elle soit pas avec une tarification spéciale, mais que ce soit la prolongation de l'offre habituelle, et que du coup on puisse avoir un même billet pour venir et rentrer, quitte à avoir une tarification spéciale, des billets spéciaux de festival, mais que ça soit une offre normale
qu'on puisse prendre pour le festival, mais que d'autres puissent prendre aussi. Euh, et donc, vous pouvez avoir comme ça des intérêts convergents entre voilà, des commerçants, des cinémas, d'autres qui vont bénéficier le temps du festival de plus d'offres de train. Troisième problème, et c'est pas le plus petit, tous ceux qui sont confrontés au sujet vous le diront, et je pense que du coup, les intervenants après en parleront longuement, c'est que on peut avoir beaucoup d'un sentiment d'impuissance face aux difficultés. Et donc, du coup, là-dessus, moi, ce que je voulais partager avec vous, et je vais aller un peu vite parce que du coup, le timing tourne, c'est que on peut construire de nouvelles collaborations. Pour ça, en fait, effectivement, quand moi j'arrive un peu avec un regard extérieur, effectivement, il y a deux mondes un peu entre les acteurs de la mobilité et les acteurs de la culture. Et parfois, on a même certains qui sont à cheval, mais au sein d'eux, au sein de l'État, les gens de la culture, la DRAC, ne discutent pas forcément avec ceux de la mobilité à la DREAL. Pareil dans les régions, entre direction culture et direction mobilité, souvent on se connaît forcément peu, on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Mais du coup, il faut voir comment on peut arriver à faire travailler ensemble tous ces gens-là pour trouver des intérêts communs parce que, alors du coup, je vais y aller vite pour respecter le timing. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, on peut faire les choses, mais il faut avoir en tête que le ferroviaire se construit en temps long. Donc en fait, pour faire des choses en 2024, là, c'est compliqué. On peut encore négocier les choses, mais c'est pas simple, mais il faut y aller. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais les acteurs du ferroviaire réfléchissent déjà à 2025 et 2026, y compris sur les plages de travaux qui peuvent impacter les trains du soir. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se mettre autour à table, sans attendre, pour essayer d'obtenir un maximum de choses en 2025 et 2026. Et les acteurs du ferroviaire peuvent avoir des intérêts aussi, parce qu'en fait, ça c'est un message que je veux faire passer là, c'est que vous, en tant qu'acteur de la culture, vous pouvez aussi apporter des choses aux acteurs ferroviaires. D'une part parce que les acteurs culturels ont la capacité à faire vivre des expériences à leur public. Et donc, pour venir à un festival, ça peut être l'occasion de faire prendre le train à des gens qui n'ont pas l'habitude de le prendre. Deuxième apport, c'est tester effectivement, beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas de train le soir. Et ça peut être, certains sont sceptiques, et le festival peut être l'occasion de tester. Qu'est-ce qui se passe si on a une offre améliorée le soir et le week-end ou pas, le temps du festival? euh, on peut faire un test sans engagement pour voir ce que ça donne. Et le troisième, c'est que si les acteurs du ferroviaire sont aussi frileux, notamment SNCF Réseau, pour faire circuler les trains le soir, c'est parce qu'ils doivent faire souvent des travaux, parce qu'il y a des rustines partout, c'est compliqué pour eux, et donc ils préfèrent se simplifier la tâche. Mais faire ces expérimentations, ça peut donner justement le goût d'avoir plus de trains le soir et le week-end, et donc de mettre en haut de l'affiche le fait qu'il faut résoudre les problèmes de financement des travaux pour les faire. Ça, c'est ce que je voulais un peu partager pour poser le cadre. Il y a des choses à faire, et donc du coup, maintenant, je vais laisser la parole à nos intervenants. Du coup, Christophe pour le Jazz à Vienne, Jean pour Cabaret Vert, Céline du Coffice pour parler d'Avignon et Rémi pour parler de la Nuit de l'Erdre. Et après, ce sera Herman qui va gérer les questions. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Oui, je me permets juste, Benoît, d'intervenir. N'hésitez pas à poser les questions dans le bon canal, c'est-à-dire le canal questions en bas à droite. Ça me facilitera la tâche que si vous commencez à poser des questions aussi dans le chat. Donc l'idéal, c'est d'utiliser la rubrique questions en bas à droite. Merci. Allez Jean, à toi. Hop. Et ben donc je me lance. Donc bonjour à tout le monde et puis encore merci Benoît pour ce webinaire et toute l'organisation derrière. Donc en 5 minutes, pour vous résumer vite fait, très rapidement et succinctement nos actions au cabaret en matière de ferroviaire surtout. Juste pour vous rappeler bien entendu que le festival depuis sa première édition en 2005 a mis par rapport à l'historique de l'événement. 2010, ça a été la première année, on va dire, vraiment
de partenariat avec, à l'époque, on était sur un dispositif uniquement qui visait uniquement les TER Champagne-Ardenne. Donc c'est l'ancienne région administrative, notre ancien découpage, où là on était sur des tarifs, on était sur la gratuité en fait pour le transport retour. Donc ça, ça a commencé pour nous vraiment dès cette époque-là. Petit à petit, on a étoffé le dispositif. On a travaillé, bien entendu, à étendre, à travailler surtout à étendre les lignes. Ça a été une des grandes difficultés, un des grands obstacles qu'on a identifié très rapidement. C'est quand on regarde l'origine de nos festivaliers, qui sont très majoritairement originaires du Grand Est, plus de 70%, et pour moitié des Ardennes. On a aussi quand même beaucoup de festivaliers qui viennent de loin, qui viennent du Nord, de la Belgique, de Paris et des grandes régions limitrophes. Et on s'est aperçu en faisant notre bilan carbone que c'était là où l'impact carbone, bien entendu, se jouait le plus. Et dès qu'on a commencé à vouloir travailler avec la SNCF pour étendre ce dispositif, je pense par exemple à la région de France, pour mettre en place un tarif préférentiel pour les festivaliers originaires de ces régions. Là, on s'est heurté à un mur. Donc ça a été un des tout premiers obstacles qu'on a vécu dans notre relationnel avec le ferroviaire. Mais ça nous a pas empêché de continuer à progresser. On a réussi à étendre le dispositif sur notamment les gares SNCF, la ligne Vallée de la Marne, au départ de Paris. Ça, c'était un gros enjeu pour nous. Et ça s'est surtout accéléré pour nous après la crise du Covid, où on a commencé à mettre en place une stratégie bas carbone et un bilan carbone qui a effectivement, comme le disait Benoît tout à l'heure, révélé que les transports étaient l'enjeu majeur en termes d'impact carbone sur notre festival. Donc, on a accéléré les discussions avec les SNCF et les TER et la région Grand Est pour mettre en place des trains de nuit. Ça a été la grande expérimentation chez nous sur l'édition 22 et 23, qui a rencontré un vrai succès. Donc là, pour le moment, on est uniquement sur une ligne de nuit, donc qui relie Charleville-Mézières et Reims, avec des arrêts sur toutes les gares traditionnellement desservies. Donc beau succès dans le sens où ça a concerné un petit peu moins de 800 festivaliers. Alors c'est pas forcément très significatif si on regarde les 127 000 spectateurs accueillis cette année, mais c'est des rames complètes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est sur des taux de remplissage qui sont largement satisfaisants, en tout cas si on écoute les avis de la SNCF et les TER. Donc ça nous incite nous à continuer, voire même à développer le dispositif. Alors après, tout ceci, comme l'a dit Benoît, se fait sur des processus de temps long. Vous voyez, nous, on a commencé à discuter avec la SNCF depuis 2010, on est en 2014. Et là, à l'heure où laquelle je vous parle, là, le 15 janvier, par exemple, on n'a aucune certitude sur la reconduction du partenariat et de la mise en place de ces lignes sur l'édition 24 du cabaret. Enfin, 24 du cabaret. On a peu de doutes, mais bon, en tout cas, c'est des discussions qu'il faut chaque année reconduire, qui dépendent bien entendu des interlocuteurs que vous avez, des liens que vous avez pu nouer avec eux, et aussi parce qu'il y a un vrai millefeuille administratif on a appris à connaître nous, qu'on découvre encore par moment d'ailleurs, et ça nous oblige aussi à avoir d'excellentes relations avec la région, parce que je crois que j'ai vu passer une question sur qui paye les trains supplémentaires. En tout cas, chez nous, pour le cabaret vert, c'est la région Grand Est. Alors, on n'arrive pas à avoir de tarifs, de prix, vraiment. Enfin, c'est très nébuleux pour nous, tout ça. On n'arrive pas à avoir de montants vraiment précis. Alors, on a travaillé l'an dernier, par exemple, sur la mise en place d'une ligne qui pourrait desservir Charleville et toute la vallée de la Meuse, puisqu'on a pas mal de festivaliers qui viennent en voiture. C'est 70% de nos festivaliers qui utilisent la voiture, parce qu'on est sur un territoire rural et tous les festivaliers situés entre 20 et 40 km viennent principalement en voiture. Donc on essaie de développer des lignes de bus dans la vallée de la Meuse pour rejoindre jusqu'à la frontière belge. Pour vous donner une petite idée, c'est une discussion qu'on a démarrée en octobre 2022 et qui s'est achevée en juillet 2023 pour au final ne pas se faire. Donc, et notamment en raison du coût, par rapport notamment à des raisons techniques, parce que voilà, la ligne n'était pas automatisée, semble-t-il, donc il fallait du personnel, voilà, pour mettre en place ce type de ligne. Donc ceci étant, voilà, nous on arrivait à compléter par d'autres dispositifs comme du bus, comme du covoiturage, bien entendu, puis on travaille aussi sur d'autres mobilités douces, bien entendu, autour du festival, principalement le vélo et l'usage piéton, puisque on a la chance, nous, d'avoir un festival qui est en centre-ville, je l'ai pas trop dit, mais qui est aussi à 15 minutes à pied de la gare SNCF.
Donc, ça nous permet de nous travailler aussi sur pas mal de modalités, notamment avec des services de vélo, des locations de vélos qui vont arriver, notamment à l'entrée et à la sortie de la gare. Donc voilà un petit peu où on en est, avec beaucoup de questions, beaucoup d'envie. On sent, enfin, pour finir et pour conclure sur le cabaret, qu'au niveau de la région Grand Est, en tout cas, il y a depuis quelque temps un vrai intérêt à développer le train régional et en faire une solution de mobilité quotidienne et adaptée à nos besoins. Et j'en veux pour preuve, par exemple, c'est que récemment, on a été interrogé, en tout cas, on fait partie de discussions et d'échanges, notamment au niveau de la préfecture, pour s'inspirer de ce qu'on met en place autour du festival et faire en sorte que les futurs aménagements ferroviaires, notamment au niveau des Ardennes, puissent être adaptés aux usages de nos festivaliers. Donc ça prouve que aussi un acteur culturel d'envergure qui travaille cette question-là sur le long terme peut à un moment donné peut-être insuffler de nouvelles choses ou en tout cas être associé aux réflexions autour du train. Voilà pour nous. Super, merci Jean. Alors je suis trompé dans l'ordre tout à l'heure, mais je laisse maintenant la parole à Christophe qui était dans les starting blocks et qui s'est relevé. À toi Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Benoît pour l'invitation. Je suis Christophe Tony, je suis en charge des mobilités sur le festival Jazz à Vienne. Jazz à Vienne fêtera sa 43e édition là, du 27 juin au 12 juillet 2024. On accueille en moyenne 230 000 festivaliers sur 17 jours de musique consécutive de midi à 3 heures du matin. Pour faire un petit topo rapide, la moyenne d'âge de notre public, on est plutôt proche de 50 ans. C'est un public de proximité qui est originaire à 80% de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ces 80%, on a un tiers, je vais dire, qui viennent de la métropole de Lyon, un tiers du département de l'Isère, et puis le reste se répartit au département limitrophe. Le festival se joue en centre-ville, dans 2 sites archéologiques. Donc, on est à 5 minutes de la gare de Vienne. Les Jardins de Cybèle et le Théâtre Antique, qui est un théâtre antique de 7500 places, comme je l'ai dit, en plein centre-ville. Le festival donc se trouve à Vienne. Alors Vienne, c'est une ville de 30 000 habitants qui se situe à 30 km au sud de Lyon, à 90 km à l'est de Grenoble, 50 km à l'ouest de Saint-Étienne et à 70 km au nord de Valence. Il y a l'autoroute A7 et les voies ferrées qui passent par Vienne. Sur l'axe nord-sud, Lyon-Valence. Et il n'y a pas de ligne de train entre Grenoble, Vienne ou Saint-Étienne, Vienne. Voilà. Et nous, pour les stades, c'est un peu pareil. C'est 70% de notre public qui utilise une voiture pour se rendre sur le festival. Nous, les enjeux de mobilité sur un événement comme le nôtre, en gros, c'est de réduire le nombre de véhicules dans la ville de Vienne en misant sur des parkings relais aux entrées de la ville avec des navettes bus gratuites jusqu'au site du festival. Et puis, deuxièmement, encourager évidemment la mobilité douce grâce à un dispositif de trains spéciaux que je vais détailler, et puis à tarif préférentiel et effectivement d'augmenter les parkings vélos à proximité des sites. Alors nous, le festival Jazz à Vienne est inscrit, ça fait plus de 15 ans, je crois, dans le programme TER Illico événement qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est mis en œuvre par SNCF Voyageurs. Donc, depuis le début, à ce titre, les festivaliers bénéficient de moins de 50% de réduction sur le prix des billets entre les gares lyonnaises et la gare de Vienne, sans devoir justifier d'un billet de concert. On a un train spécial, donc du coup, d'après-concert, tous les soirs, qui est mis en place et qui dure 20 minutes. C'est vraiment le TER pour faire Lyon-Vienne, c'est 20 minutes, donc c'est assez court. Et depuis 2016, si je ne me trompe pas, 2015 ou 2016, si ma mémoire est bonne, on a étoffé le dispositif et on a une nouvelle offre qu'on a proposée, ce qu'on appelle les packs TER plus concert. Donc, en plus de bénéficier de 50% sur le prix du trajet, Jazz à Vienne, on propose une réduction de 5 € sur le prix du billet du concert pour ajouter un avantage à utiliser ce dispositif qui se réserve
en un clic sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis 2017, on a aussi évidemment avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF, on a souhaité proposer une nouvelle offre qui a été acceptée. Donc depuis 2017, on a une offre qu'on appelle le pass illimité, qui permet aux festivaliers de voyager entre Lyon et Vienne en illimité durant toute la durée du festival. Donc là, on est, nous, entre 16 et 17 jours, à tarif préférentiel. Et cette offre, elle est principalement à l'origine, a été à destination des porteurs de pass cette soirée ou des porteurs de pass intégral, des festivaliers qui achètent la possibilité de venir tous les jours pendant le festival. Et cette offre, elle est également destinée, elle bénéficie également aux bénévoles du festival qui habitent à Lyon et aux journalistes qui viennent de Lyon et qui sont amenés, eux, les deux à se rendre plusieurs fois sur le festival. Voilà. Et alors elle s'est arrêtée, mais on avait une offre aussi, une offre. En fait, on a demandé à la SNCF, on a équipé nos agents d'accueil du public sur les 2 sites de l'offre Mobiléo, proposée par SNCF Voyageurs, qui nous permet de vendre des titres de transport Lyon-Vienne pour les festivaliers qui viennent sur le festival et qui n'avaient pas réservé leur retour. On est en capacité, avec le matériel de la SNCF, de vendre. Bon, cette offre s'est arrêtée à cause on va dire, d'outils qui ne fonctionnaient pas de la SNCF. Donc, cette offre s'est arrêtée tout naturellement. En termes de fréquentation, sur ma comparaison, en fait, mes stats entre 2017 et 2022, volontairement, pas 2023, mais je vous l'expliquerai après, mais 2017-2022, sur les 5 dernières éditions, parce que 2020, on n'a pas eu d'édition, comme tout le monde, la fréquentation des trains retour a connu une progression de plus de 100%. On est passé de 170 personnes par soir en moyenne dans le train à 350 personnes dans le train en 2022. Alors, tout dépend de la couleur musicale un peu du festival, parce qu'on a des soirées très jazz, mais on a aussi des soirées, on va dire, de musique cousine du jazz. Et sur certaines soirées, notamment week-end, qui touchent un public plus jeune et plus familier des transports en commun, on a enregistré des fréquentations de train où on était max full à 700 personnes dans le train, qui représentait plus de 16% des festivaliers présents ces soirs-là, ce qui était assez énorme. Et ça, au préalable, on l'anticipe avec la SNCF. On arrive maintenant à essayer d'estimer le nombre de festivaliers qui vont prendre le train. Parce qu'encore une fois, il y a ceux qui décident de venir sur le festival, mais qui ne vont pas se soucier de leur train retour, puisque depuis quelques années, ça fonctionne très bien. Donc, les festivaliers savaient, ils pouvaient descendre en voiture avec des amis ou autres, et prendre un billet de train à la dernière minute pour rentrer. Ces personnes-là sont difficiles à estimer, mais maintenant, on arrive à avoir une estimation assez fiable, et du coup, on anticipe des wagons supplémentaires. Donc, sur certaines soirées, on peut faire le max jusqu'à 700 personnes. Par contre, on constate, c'est aussi la suite des discussions du webinaire sur les quelques difficultés, mais on a constaté que les packs TER concerts sont en baisse en vente, les ventes sont en baisse, depuis 2023, car le dispositif est perturbé en fait par une mise en vente tardive et peu claire à cause des soucis techniques liés aux outils de la SNCF, clairement. Voilà. 2024 aussi, je suis encore dans les temps, vous me faites signe sinon, mais 2024, en fait, on a des soucis. En fait, depuis 2023, il y a des gros travaux d'infrastructure sur les voies qui impactent la mise en place des trains spéciaux retour d'après-concert au profit d'autocars. Donc, le train, là, par exemple, sur 2022, sur les 16 soirées du festival, j'avais la majorité des soirées qui étaient impactées, donc des retours autocars, pas de retour train. Donc, l'avantage du retour rapide à la maison en 20 minutes devient une sortie de la ville dans des embouteillages. Alors, le service collectif de
transport est assuré, hein, parce que c'est des autocars, mais à la fois pas satisfaisant sur le plan environnemental, et puis on s'est rendu compte que cette solution de repli en autocar n'était pas plébiscitée par les festivaliers. Voilà, parce que plusieurs raisons, temps de retour plus long, il y a une contingence des bus, il y a une logistique de remplissage qui est un peu plus complexe et plus difficile, comme je le disais, à évaluer les festivaliers de dernière minute. Donc un sujet un peu compliqué à cause de ça. Bon, le principe en fait de ces travaux, je pense qu'on va en bénéficier dans quelques années. C'est le projet RER à la lyonnaise, un peu, donc pour amener une cadence de train plus importante, surtout pour ceux qui travaillent à Vienne et qui habitent à Vienne, pardon, et qui travaillent à Lyon et inversement. Voilà. Merci Tony, Christophe. On va passer à Céline et puis après on reviendra après pour les questions. Et du coup, là où le parallèle est intéressant, c'est que au moment où Jazz à Vienne, qui a été précurseur, se retrouve empêché par rapport aux travaux, et bien en fait, sur la même ligne, un peu plus loin, et à peu près aux mêmes dates, les choses semblent bouger du côté d'Avignon, même si c'est encore en réflexion. Et donc, Céline, c'est à toi. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Guingamp. Je suis responsable administrative du COFIS. Je vous remets juste mes coordonnées dans le chat parce qu'il y a une petite erreur sur mon nom dans la vignette. Donc, si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas si vous avez des questions après le webinaire. Donc, le COFIS, c'est le collectif des festivals éco-responsables et solidaires. On est basé sur la région sud. On accompagne les festivals et les acteurs culturels de cette région dans la structuration de leur démarche de transition environnementale et sociétale. Donc, on a tout un tas de panels d'accompagnement, outils, partage de bonnes pratiques, mutualisation. On travaille bien sûr au plus près des territoires avec les collectivités sur les enjeux plus spécifiques et les problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. On a à l'heure actuelle 34 structures membres qui représentent environ une quarantaine de festivals basés un peu partout sur la région, dans des territoires très divers et sur des esthétiques et des organisations plurielles. On a des équivalents partout en France du COFIS qui se regroupent au sein du collectif R2D2. Vous en entendrez parler tout à l'heure sur le projet Festival en mouvement. Pardon. Et du coup, donc on accompagne nos festivals membres, mais aussi l'ensemble des acteurs et festivals du territoire qui le souhaitent et qui en ont besoin pour se structurer dans leur démarche. C'est dans le cadre de nos missions, évidemment, qu'on a développé depuis début 2023 une expérimentation collective sur la question de la mobilité durable. Évidemment, le COFIS était positionné sur cette thématique depuis son origine en 2014. Il y a pas mal d'ateliers thématiques qui ont été organisés sur le sujet. On a mené en 2019 une enquête de déplacement des publics auprès de 9 de nos festivals membres, dont 2 festivals avignonnais que sont le Festival In et le Festival Off. Et donc, c'est notamment grâce à cette expertise et par une envie de progresser qu'on a sollicité, enfin ça s'est fait un peu vice-versa, de façon hyper équitable, David Dir qui est venu nous voir et sur lequel on a bien sûr sauté sur l'occasion en nous disant qu'il y avait sans doute là, 2023, fin 2022, un contexte qui était propice à aller plus fortement sur cette thématique et notamment à mener un travail de lobbying auprès des opérateurs et des autorités organisatrices des mobilités sur l'ensemble du territoire. Du coup, la présentation que je vous fais aujourd'hui, elle va parler de ferroviaire, mais il faut comprendre qu'elle s'intéressait à une thématique globale de la mobilité durable et donc on n'a pas questionné que l'enjeu ferroviaire, mais évidemment, on a essayé de décortiquer les autres moyens de déplacement qui seraient plus durables. David Dir, sur cet accompagnement, a fait une analyse un peu plus précise des enjeux des festivals membres sur Avignon. Alors, on a décidé de s'intéresser à Avignon parce qu'on a 3 des festivals du COFIS qui sont basés sur Avignon, qui sont le In, le Off et le Festival Résonance, qui sont des festivals qui sont déjà engagés depuis longtemps sur la question de la mobilité, qui ont mis en place des actions depuis longtemps sur la question des mobilités. Donc, il y avait un terreau hyper propice et engagé pour travailler là-dessus.
On a bien sûr sur ces 3 festivals des enjeux de développement des publics, comme on parlait tout à l'heure Benoît, qui sont différents. Je vous ai mis les chiffres de fréquentation là pour le IN et le OFF. Par exemple, le IN, c'est environ 30 000 spectateurs uniques, mais un taux de remplissage à 94%. Et d'ailleurs, sur le IN, on sait qu'ils viennent principalement en train, beaucoup de la région parisienne. Et donc, on n'a pas un enjeu finalement d'impact de déplacement si fort que ça, parce que les publics plus locaux sont plus marginaux. En revanche, sur le OFF, on a des caractéristiques très différentes, puisque là, on est à 300 000 festivaliers sur les festivals qui durent 3 semaines. Et en revanche, on a un taux de remplissage qui est à 50% pour le moment. Donc, il y a un vrai enjeu d'aller chercher d'autres publics. Et pour le coup, le OFF est pourvoyeur de publics très locaux, régionaux et pourtour de la ville d'Avignon. Du coup, il y a des enjeux et des caractéristiques qui sont très différents sur ces festivals-là. Mais c'était important pour nous de les rassembler dans le projet parce qu'on sait très bien que le nombre fait la force et en termes d'argumentaire auprès des autorités, c'était un super poids et un potentiel. Et en complément, on savait qu'en allant travailler autour du territoire avignonnais, on pouvait aussi irriguer potentiellement Arles et Orange, sur lesquels le COFIS a également des festivals membres, les rencontres de la photo, les Suds à Arles, les escales du cargo et bien sûr les corriges d'Orange. Tout ça accompagné d'un contexte national porteur, puisque loi orientation mobilité, la proposition du président sur les RER métropolitains, les plans climat évidemment, avec des déclinaisons locales. C'est-à-dire que sur la région sud, on a un président de région qui s'est avancé sur un projet qui s'appelle une COP d'avance pour faire que la région sud soit la première neutre en carbone en 2050. Et puis Avignon, dès la sortie du président sur les RER métropolitains, s'était positionné en disant nous, on veut être ville pilote pour tenter cette expérimentation. Donc tout ça pour dire que la présentation sur le ferroviaire que je vais vous faire là juste après, on a du mal à identifier pourquoi, comment, là maintenant ça s'est fait, parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qu'on maîtrise que partiellement, mais en tout cas ça fonctionne pour cette année. Je vais vous en dire plus tout après. Juste pour vous redonner le contexte de cette expérimentation collective, comme je vous disais, c'était un projet plus global sur les mobilités, pas uniquement sur le ferroviaire. Et évidemment, on avait un enjeu de réduction des émissions carbone, mais on avait surtout un sujet de désengorgement de l'hébergement à Avignon, parce qu'en période de festival, les prix des hébergements explosent et il y a une bulle spéculative qui se crée autour d'Avignon. Et c'est un vrai sujet, notamment pour les compagnies du OFF qui viennent présenter leur spectacle avec des conditions économiques très complexes. Et on sait que la proposition qu'on va développer là en termes de ferroviaire va pouvoir leur être fructueuse. Voilà. Puis bien sûr, dans les objectifs, on a d'accompagner les AOM pour répondre à leurs obligations et évidemment de porter une expérimentation innovante qui puisse être réplicable. Et d'ailleurs, le projet qu'on mène avec David Dirn sera présenté, documenté dans un livrable qu'on publiera en open source pour inspirer les uns et les autres. Donc concrètement, là, comme je vous le disais, on a un petit peu un alignement des astres qui s'est fait cette année, puisque c'est la région qui spontanément est venue nous voir donc en juillet, en nous disant il paraîtrait que vous avez besoin de trains de retour. Donc ça fait quand même quelques années qu'on en parlait, mais jusqu'à maintenant, la réponse c'était si on fait du train supplémentaire, il faut que ce soit pour du travail, pas pour du loisir. Donc, il n'y avait pas trop moyen de travailler sur les questions de lignes supplémentaires autour de festivals. Et là, comme je vous le disais, avec un contexte global porteur et si une Coupe du Monde de rugby qui s'est passée là sur le territoire en 2023 et puis des JO à venir, il y a plein de synergies qui convergent vers une offre potentielle. Donc, en juillet, ils nous rencontrent une première fois. On travaille à ce qu'on appelle l'acculturation réciproque, puisque les services transport de la région n'avaient pas forcément tous les paramètres en tête de ce que c'est qu'un festival, les contraintes horaires, les différents enjeux de place, de public, etc. Ils nous reviennent vers nous très rapidement pour nous faire une proposition hyper enthousiasmante avec des retours tous les soirs du Festival d'Avignon, donc pendant 3 semaines, sur l'ensemble de l'étoile ferroviaire que vous avez là, à partir de 22h30 et quand on leur explique que 22h30 c'est un petit peu tôt parce que on perd une partie des festivaliers du off et qu'on n'a pas dans le lot aussi tous les touristes et badauds qui viennent manger un bout au restaurant et qui pourraient profiter du service, ils reviennent très gentiment vers nous en décembre dernier pour nous faire une proposition que vous voyez là, qui est une proposition de retour sur donc 3 branches sûres, voire une 4e avec Carpentras,
à 23h30. On a prévu qu'il y ait des retours pour Orange et Arles, parce que comme je vous le disais, il va y avoir une circularité des publics qui va se faire avec l'éco-régie et les festivals arlésiens. Donc voilà, on arrive à une offre de TER nocturne qui est à ce jour encore à confirmer. Hein. Je présente le projet tel qu'il est présenté par le service TER, mais on est encore en attente de validation politique. Donc on va être un petit peu court sur la partie tarifaire, mais ça pourrait s'accompagner d'une tarification avantageuse à 10 € l'aller-retour sur ce projet-là. Et puis, vous dire juste qu'en complément, évidemment, parce que la région, c'est très important pour eux, on travaille sur les questions d'intermodalité avec toutes les intercommunalités qui sont autour d'Avignon et évidemment la ville d'Avignon, notamment sur le covoiturage, les parkings relais, le vélo et le bus qui vont être indispensables pour faire fonctionner tout ça. On a conscience que là, il ne faut pas se louper parce que c'est la première année où ça va se mettre en place, donc il faut que les trains soient remplis, ce qui fait qu'on va faire en sorte que l'information soit la plus virale possible quand elle sera validée. Top. Merci Céline. De rien. C'est important par rapport à ce qu'a présenté Céline, par rapport aux vagues que j'expliquais, de prendre toujours une vague plus grosse. Enfin, il faut signaler que ils ont lancé l'expérimentation début 2023, que les réalisations concrètes finalement pour le festival, pour l'édition 2023 étaient relativement réduites. C'était plus de l'information de l'offre promotionnelle aussi, on a fait. Voilà. Mais en fait, c'est ce qui a permis, c'est d'amorcer cette pompe qui a permis de préparer finalement une plus grosse vague pour 2024. Et sûrement par rapport à ce que tu évoquais, la tarification, où il faut encore réfléchir, que c'est pas clair. Sûrement que ce que vous allez faire en 2024, vous allez faire encore mieux en 2025 une fois que voilà. Et donc, je trouve que l'exemple est assez intéressant de ce point de vue-là aussi, parce que ça montre, voilà, on est là début 2024, est-ce qu'on se lance pas? Vous ne ferez peut-être pas des gros miracles en 2024, si vous lancez, mais vous pouvez amorcer la machine pour faire mieux après les années d'après. Rémi, l'exemple que personne ne m'avait cité, mais que j'ai découvert au marathon créatif, tu as désactivé la vidéo, un problème de connexion. Donc la nuit de l'Erdre, c'est à côté de Nantes. J'anticipe attendant que qu'on retrouve Rémi. Alors Rémi, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai un problème de bande passante de ta vidéo. Est-ce que vous me voyez bien? Pas du tout. Moi, la vidéo a été désactivée chez moi parce que tu as. Alors nous, on te voit, on voit Rémi, merde. mais voilà. Bon, allez, Bon, bah, vas-y, go. Je vais continuer comme ça. Bonjour à tous, donc je suis Rémi Bascour, responsable partenariat et communication du festival La Nuit de l'Erdre, donc festival qui est situé à une 27 km de Nantes, donc pas dans la métropole nantaise, mais un petit peu plus loin. Festival qui est donc installé à Nort-sur-Erdre, qui est une petite commune de 9000 habitants à l'année. Festival donc qui propose sa 24e édition début juillet sur 4 jours avec environ une fréquentation de 100 000 spectateurs, avec une cible majoritairement familiale, mais qui se rajeunit d'année en année. Juste pour remettre un petit peu l'ancrage territorial, donc festival trentaine de kilomètres de Nantes, mais avec des villes assez importantes comme Saint-Nazaire, Angers ou Rennes, qui sont pas très très loin, et des villes comme Châteaubriand ou La Roche-sur-Yon, qui sont un petit peu plus loin, mais qui sont des villes quand même assez importantes au niveau de notre ciblage. Alors bien évidemment, nos enjeux de mobilité, c'est de développer la mobilité douce. Mais notre enjeu primordial pour notre festival, ça va être d'encourager notre public de la métropole nantaise, qui représente que 21% actuellement, à se déplacer en train sur le festival. Alors pourquoi ces enjeux-là? Parce que nous, en Pays de la Loire, on a un petit peu de la chance, c'est que le dispositif, que la région Pays de la Loire propose depuis quelques années un dispositif qui s'appelle Alléop Billet Live.
BA Live, en gros, c'est la possibilité d'acheter un trajet de TER à 5 €. C'est un tarif unique, il n'y a pas de promotion ou quoi que ce soit. Donc c'est 5 € le trajet. Et ce dispositif-là est à destination des acteurs culturels de la région, mais pas que. Il y a environ, je crois, en gros, 25 festivals qui proposent ce dispositif. C'est des événements culturels dans la région, mais pas que. Donc, il y a aussi le Printemps de Bourges, les Francopholies ou les Transmusicales. Donc c'est vraiment une volonté de la région Pays de la Loire de développer la mobilité au sein de sa région et aux alentours. Pour un peu recontextualiser, donc Nord-sur-Erdre, on a une petite gare qui fait partie du coup d'un réseau qui s'appelle le tram-train. Donc c'est un mix entre un TER et un tramway. Dans la ville de Nantes, sur la métropole nantaise, le train fonctionne comme un tramway avec un tout petit peu moins d'arrêts. Et une fois quitté la métropole, il fonctionne comme un TER. Donc entre Nantes et Nord-sur-Erdre, nous avons environ 8 gares ou 9 gares, je crois. Qui permet du coup une desserte quotidienne assez importante pour les travailleurs, collégiens, lycéens, étudiants. Donc nous on a un petit peu l'exemple dans le sens où c'est la région, c'est la région qui est venue nous voir pour dire voilà on a ce dispositif là, est-ce que ça vous intéresse? Donc bien évidemment nous ça nous intéresse énormément, surtout que la gare est située à environ moins de 2 km du festival, donc environ 20 minutes à pied. Pareil pour le camping du festival, moins de 20 minutes, donc une offre de mobilité très très intéressante. Donc on a mis ça en place depuis 2022 à raison d'environ 14 trains en journée pour se venir au festival, donc environ de midi à 20h, et 5 à 6 rames en plus le soir pour rentrer. On parlait tout à l'heure justement d'un dernier train pour rentrer du festival. On a réussi à adapter et à la question aussi de qui finance les trains, c'est la région. Donc toutes les propositions à laquelle on travaille avec la SNCF sont proposées à un vote au conseil régional qui du coup décide des enveloppes donc on n'arrive pas à savoir, comme on disait tout à l'heure, on n'arrive pas à connaître les montants, mais c'est la région qui décide des enveloppes et qui dit ce train-là oui, ce train-là non, bien évidemment avec des études derrière. Mais on a réussi à mettre en place plusieurs trains entre les trains retour vont de 20h à 5h du matin pour le vendredi et le samedi et un peu plus tôt pour le jeudi et le dimanche. Mais on est sur des échanges très fluides avec les acteurs de la SNCF, des acteurs de la région et autres acteurs pour pouvoir mettre en place justement ces trains retour et adapter même les horaires des trains selon les horaires des fins des concerts. On arrive à proposer pour chaque concert environ 1 ou 2 trains aux festivaliers pour qu'ils puissent rentrer un petit peu à l'heure qu'ils souhaitent. On a donc un échange très très fluide, mais qu'on installe vraiment en amont dans le sens où on commence à parler ensemble. Je prends l'exemple de cette année, on a commencé à parler au mois de mai 2023 pour mettre en place les différents dispositifs pour juillet 2024. Tout ça, c'est un échange assez long, mais qui fonctionne très bien parce qu'on a réussi même à changer les horaires de train, donc changer des grilles vis-à-vis de la SNCF, c'est très compliqué, mais tout s'est très bien passé. Il suffit d'avoir un discours assez fluide et assez sincère vis-à-vis de tous les acteurs, ce qui nous a permis de créer beaucoup de dessertes. En taux de remplissage, bien évidemment, les trains retour qui sont entre 20h et 11h, 23h sont pas très remplis, mais sur les trains retour, ils sont à 100% remplis, à tel point que l'année dernière, il y a une 6e rame qui a été mise en place à l'initiative de la SNCF parce qu'ils ont vu que le train de 4 heures était complètement rempli, donc on a mis un train à 4h52. Donc ça, c'était pas du tout prévu, mais une bonne volonté de la SNCF et de la région d'aller plus loin dans la mobilité. Et on parlait des enjeux. Donc nous, sur le festival, ça représente 8500 trajets sur 4 jours. Ce qui est beaucoup, mais ça représente un peu moins de 10% des festivaliers. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a environ 21% de festivaliers qui viennent de la métropole nantaise, mais ces festivaliers ne sont
pas forcément pas au courant qu'il existe ce dispositif-là, mais c'est ce côté pratique et confort. Nous, on nous pose toujours la question, ah oui, on a des trains, mais est-ce qu'il y a des problèmes d'alcool dans le train? Est-ce qu'il y a de la sécurité? Est-ce que vous êtes accompagné avec des agents au niveau des gares? Donc tout ça, c'est des choses qu'on met en place, mais voilà, les enjeux, ce sera plutôt de la communication, ce sera vraiment des choses en amont, en gare, vis-à-vis de la SNCF et vis-à-vis du festival, pour encourager vraiment le festivalier à se rendre compte qu'il existe des dispositifs et que c'est faisable et que c'est assez facile pour eux. Donc c'est un peu voilà, pas le contre-exemple, mais dans le sens où pour la Nuit de l'Erdre, on va dire pour la région Pays de la Loire, tout se passe très très bien vis-à-vis des relations SNCF, à tel point que ça fait environ 1 an que je demande une nouvelle desserte vers la ville de Châteaubriand. Après quelques discussions, et bien évidemment il va y avoir un vote au niveau de la région, mais on va mettre en place une nouvelle desserte vis-à-vis de cette ville-là. Et bien évidemment, pour parler après des autres relations avec la SNCF, on est en train de créer un partenariat avec les trains intercités et TGV pour aussi avoir une tarification vis-à-vis du festival pour accéder jusqu'à la ville de Nantes, qui permettrait après d'accéder au festival. Voilà un petit peu pour la Nuit de l'Erdre. Donc c'est un peu on va dire le bon exemple. C'est pas le bon exemple, c'est plutôt la volonté de la région Pays de la Loire de développer sa mobilité pour les événements culturels, qui fonctionne très très bien. Et pour avoir fait un petit peu une petite étude vis-à-vis des autres festivals comme le Hellfest ou les festivals des escales à Saint-Nazaire, tous les dispositifs fonctionnent vraiment très très bien pour tous les festivals des Pays de la Loire. Merci Rémi. Comme quoi, en fait, voilà, s'il y a une région qui veut porter une politique, elle peut arriver à le construire, et c'est pas forcément chaque festival qui doit se battre tout seul. Herman, je te laisse pour les questions. On a un peu de retard, c'est normal, on va se débrouiller. Allez, vas-y, à toi la main. Ok, donc je vais essayer. Ça te va si on essaye de faire 10 minutes ou un petit peu moins? Bon. Vas-y. Donc, j'essaye de faire une synthèse un peu des questions. Donc, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais il y a un premier bloc de questions sur, en gros, comment devenir interlocuteur de la SNCF, qui se traduit de différentes manières. À partir de quelle jauge peut-on négocier avec la SNCF? On voit qu'il y a des difficultés même pour les gros événements. Est-ce que, par ailleurs, les uns et les autres, vous avez réfléchi peut-être aussi à des logiques territoriales, donc à vous adresser à plusieurs à l'échelle d'un territoire à la SNCF, ou est-ce que les festivals qui se présentent aujourd'hui ont plutôt tendance à travailler sur leurs propres problématiques? Enfin, cette idée de est-ce que en étant plusieurs sur un territoire où on est plus fort par rapport à la SNCF et à la région comme autorité de gestion des TER, par ailleurs, dans la même idée, il y a aussi cette idée, est-ce que sur ce travail territorial, éventuellement, il y a eu des ouvertures vers d'autres domaines comme le sport? Voilà, peut-être, je ne sais pas si les uns ou les autres, peut-être pour Jazz à Vienne, est-ce que vous avez, comme ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, est-ce que vous avez à un moment donné pensé travailler avec d'autres acteurs du territoire pour travailler sur cette offre-là ou pas? Alors, entre nous, on se connaît à peu près tous quand même dans les événements du coin. Alors oui, on se challenge pour avoir les contacts et autres. Maintenant, en fait, nous, on est un peu atypique parce que, comme je le disais, on se situe au sud de Lyon. On est assez loin géographiquement de Grenoble et il n'y a pas de desserte quand même de train. Donc, même si on est dans le même département, finalement, on est assez éloigné. On est plus proche des événements lyonnais parce qu'effectivement, c'est à 30 km au sud, mais la ligne existante de TER marche bien et pour la plupart, on est lyonnais, on travaille à Vienne. Donc, comme je l'ai dit, en 20 minutes, c'est facile. Donc, on a… Non, c'est plus en off qu'on se donne des tuyaux plutôt que d'aller voir la SNCF ou la région ensemble. Nous, c'est pareil, un peu comme Rémi. En fait, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est quand même dans sa compétence transport, elle est assez dynamique et elle fait
plutôt bien son travail, je trouve. En tout cas, nous, nos interlocuteurs sont des bons interlocuteurs et essaient de pousser. Et parfois, nos interlocuteurs de la région nous servent, comme c'est eux qui financent quand même le dispositif. Là, je parlais de TER illico événement. Nous poussent et avec nous pour discuter avec la SNCF. On commence les discussions à 3. Alors après, individuellement avec la SNCF, Jazzavienne et la SNCF dialoguent en direct, mais les points sont assez fréquents et la région est présente dans ces points. Donc la région, elle est moteur aussi quand même à ce que la SNCF trouve des solutions. Merci. Peut-être inversement, pour me tourner vers Céline, et ce qui s'est passé avec la région PACA, qui est un peu finalement venue vers vous. Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce que eux ont fait une démarche de diagnostic plus global, ou est-ce qu'ils se sont adressés de manière ciblée au festival, au festival d'Avignon ou à vous, Cofis, ou est-ce qu'il y a eu une stratégie de se dire on va travailler la question du temps du loisir en RER, ou est-ce que on travaille la question de comment on dessert mieux tel ou tel festival? Non, à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment restreint à une réponse opérationnelle à une demande précise. Ils avaient fait des tentatives là, sur la Coupe du Monde de rugby, comme je disais, donc ils avaient expérimenté des choses et c'est un peu ça qui leur a mis le pied à l'étrier. C'est pour ça qu'ils sont venus nous voir en étant, je pense, un peu plus confiants sur ce qu'ils pouvaient faire. Et je pense que l'expérimentation avignonnaise leur donne envie de faire ça, leur donne envie justement d'être un peu plus prospectif dans leur fonctionnement. Et du coup, dans la région sud, on est en train de développer un pacte de transition écologique avec la DRAC et le ministère. Et il y a la personne de la prospective du réseau, du service TER qui est présente aux réunions pour entendre ce qui se dit justement sur les enjeux régionaux sur la mobilité durable et notamment ferroviaire. Donc je pense que c'est dans leurs esprits, mais ça commence là en fait. Ok. J'essaye juste de rendre justice un peu aux différentes questions qu'il y a. Il y a aussi un bloc de questions sur votre expérience de l'usage du train pour vos spectateurs. Est-ce qu'il y a des freins qui subsistent, comme le sentiment d'insécurité, notamment pour le public féminin, tard le soir, la tarification, le coût du train, et est-ce que vous avez aussi noté des enjeux de cohabitation entre festivaliers et voyageurs classiques, alcoolisation, bruit, etc. Est-ce que c'est des problématiques qui existent dans vos discussions avec la SNCF qui pourraient éventuellement aussi rendre plus difficile le travail, la cohabitation ou pas? Je vais donner la parole à Jean pour changer. La question de la cohabitation, elle revient, je dirais, presque très régulièrement. Et pas que sur les trains d'ailleurs. On a eu une discussion encore sur les bus avec des grosses interrogations là-dessus. Donc les bus urbains, j'entends. Et au final, tout se passe très bien. Enfin, nous, on n'a jamais eu déploré quoi que ce soit. En tout cas, on n'a jamais eu de retour vraiment sur ce type de problème. Alors effectivement, on est sur un festival, donc les gens sont très festifs. L'ambiance est chaleureuse, pour pas dire plus. Mais non, franchement, je pense que là, on doit un peu lutter des fois contre certains clichés là-dessus, quoi. Mais au final, bon voilà, l'expérience fait que c'est un sujet qu'on évacue très rapidement. Sur l'autre partie de la question, qui était sur les freins pour les festivaliers, bah oui, effectivement, on se rend compte que un festivalier, quand il prépare son déplacement, il va acheter son billet, il va regarder son hébergement, il va probablement organiser son transport un peu à la fin. C'est assez tardif au final, l'organisation de son transport. Donc nous, toute notre stratégie sur un événement comme le nôtre, c'est d'essayer de faciliter au maximum le parcours d'achat du festivalier, en tout cas de lui simplifier la vie, quoi. Et c'est pas simple. C'est là où vraiment nous on se heurte à de grosses difficultés parce qu'il faut harmoniser différentes plateformes d'achat, se retrouver dans la grille tarifaire de la SNCF, c'est quand même pas simple. Ça, j'aimerais bien un jour qu'il y ait un webinaire là-dessus, qui est en tout cas une formule magique qui nous explique comment ça se fait, parce que c'est quand même assez incompréhensible. Et puis voilà, puis on a différents canaux aussi harmonisés entre les TER, la SNCF, Gare de l'Est. Enfin, on a quand même plein de sources différentes, donc c'est pas simple. Donc on essaie nous de prémâcher ça,
de répondre. Et puis, on a aussi un autre dispositif avec ces TER à 1 euro. Les festivaliers ont la possibilité de les réserver en direct sur le site web SNCF. Ça, c'est une petite nouveauté depuis quelques années. Donc, ça marche pas forcément très bien. Donc, on doit faire derrière le service après-vente, en tout cas le service clientèle, pour répondre éventuellement aux questions des festivaliers. Et aussi, il y a de la vente au guichet qui se fait dans toutes les gares TER Grand Est. Donc, et là aussi, des fois, on a des retours. Il faut que l'information soit bien diffusée, que les règles soient bien admises. Donc, il y a pas mal de freins, c'est assez compliqué, mais je pense que c'est à l'image aussi de la politique ferroviaire en France, quoi. Ok, merci. Bon, peut-être Benoît, il y a d'autres questions, mais éventuellement, chers intervenants, n'hésitez pas à aller voir dans les questions si vous pouvez apporter des réponses aussi plus spécifiques. Mais peut-être je te rends la parole, Benoît, pour que tu puisses poursuivre, et puis on pourra reprendre une salve de questions à la fin. Hein. Ouais, merci à tous. Effectivement, à la fin, on a prévu une fin à 14h, mais s'il y en a d'autres questions, bon, voilà, on pourra traîner pour ceux qui veulent traîner, et puis on essaiera de répondre après. Et puis on verra qu'on va pouvoir peut-être se croiser à quelques heures. Et effectivement, on a un sujet qui ne fait que commencer. Alors, certains sont engagés depuis un certain temps. Il faut que je reparte. Certains sont engagés depuis un certain temps et d'autres débutent. Et l'idée, c'est bien de réfléchir à comment on peut avancer, comment monter sur sa planche en 2024. Et ce que je voudrais partager avec vous avant de parler des actions 2024 pour donner du sens, vous partagez ma vision, c'est que par rapport aux expériences que viennent d'évoquer Jean, Céline, Christophe et Rémi, moi, la vision que j'ai, c'est que l'objectif serait qu'à l'automne 2025, à l'automne, il y ait plus de 200 festivals en France, et vraiment c'est le minimum, qui pourraient lancer leur billetterie 2026 avec déjà le pack festival TER train tout ficelé, où tout soit calé. Voilà. Parce que j'ai bien compris en découvrant le milieu de la culture et des festivals qu'effectivement les billetteries elles démarrent très tôt. Et effectivement, du coup, les festivaliers ils réfléchissent très tôt, un peu à la fin, mais ils commencent à regarder comment ils vont y aller. Et donc, si on veut que les gens basculent plus, il faut leur donner un pack plus et pas attendre le dernier moment où des tarifications, des choses liées, effectivement, avec des parcours usagers qui sont hyper compliqués. Et donc, l'idéal, c'est-à-dire que dans 20 mois, on n'est plus comme ça avoir une dynamique suffisamment forte au niveau national dans les régions pour arriver à mettre en place, comme fait Pays de la Loire, bien en amont, des offres de train, des tarifications intégrées et derrière les choses qui vont avec, les bus coordonnés dans les gares, etc., etc. Alors pour faire ça, première idée, Céline l'a évoqué, effectivement, je pense qu'il y a besoin de formation pour s'acculturer. Et là, il y a trois pistes parce qu'il y a trois manières de le faire de manière complémentaire. Un, les fresques de la mobilité culturelle, créées par la Shift Project, et petit salut à Fanny Valambois qui est dans le public, qui peut permettre de commencer à mettre autour de la table les acteurs de la culture, les acteurs de la mobilité, ce que Herman a fait à l'île Métropole. Voilà. Deuxième chose, c'est former les acteurs de la culture au ferroviaire. Alors David Hirn m'a demandé de créer une formation de test que j'ai revu qu'on a fait et qui pour faire acculturer les acteurs de la culture au ferroviaire. J'en parlerai un peu après. Et je pense que l'autre chose qui manque pour aller plus loin, c'est aussi acculturer les acteurs de la mobilité aux problématiques de la culture, où il y a une formation, je pense aussi, à créer pour pouvoir, pas juste de manière épisodique, mais voilà, acculturer les acteurs de la mobilité et en particulier du ferroviaire. Ce que moi j'ai créé et que du coup vous allez pouvoir, si ça vous répond aux besoins, l'idée c'est de faire une formation d'une journée plus un projet tutoré pour vous permettre d'être capable de réaliser une première évaluation du potentiel du ferroviaire pour votre festival, pour l'événement, vos lieux sur lesquels vous travaillez. Voilà, l'idée c'est en une journée et un projet tutoré après pour les outils qui ont été vus pendant la journée sur l'étude de cas puissent être appliqués avec une visio, etc.
Voilà, moi, je fais partie d'une coopérative d'activité qui aussi organisme de formation, donc Calliope, donc ça peut être financé dans ce cadre-là. Et il y a plusieurs formats possibles, des sessions collectives pour un mandataire unique, et par exemple une association régionale ou un syndicat ou une région qui après s'occupe de trouver les stagiaires, et ou des sessions que j'organise moi-même en entier avec ma coopérative et avec des inscriptions individuelles. Voilà. Et là, on peut imaginer très bien des sessions organisées très rapidement, que ce soit en visio ou en présentiel, si certains veulent avancer très vite. Alors, je pense à des festivals ou des éco-conseillers qui disent là, il y a un truc, il faut que je me forme pour accompagner ceux que j'accompagne. Voilà, là, on peut organiser des sessions très vite, dès février-mars, pour pouvoir bien commencer l'année. Deuxième action, c'est mieux connaître ses publics, actuels et potentiels. Et là, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez faire avec les gens avec qui vous travaillez. C'est les données que vous possédez, par vos billetteries, par vos enquêtes, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apprendre de vos publics, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Voir s'il y avait une meilleure offre, Rémi le disait, en fonction de l'offre ferroviaire qu'on pourrait peut-être mettre, qu'est-ce que ça permettrait de toucher. Et effectivement, on peut se rendre compte que en ligne de l'Erdre, finalement, il n'y a pas grand monde qui vient de Nantes, alors qu'il pourrait avoir, ça pourrait être simple pour eux. Et donc, du coup, on peut regarder, il y a peut-être des endroits où on aurait intérêt à mettre le paquet en termes de communication, etc., parce qu'on a du monde à aller chercher, surtout si on met une offre. Et troisième volet, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire comme enquête en 2024, de votre public de 2024 qui arrive, ou que vous allez voir lors du festival, pour vous permettre de mieux le comprendre et pour pouvoir permettre d'anticiper les prochaines actions. Voilà, ça c'est trois volets de choses qui peuvent être faites. Troisième action, ça c'est des choses que moi je vous propose, c'est aussi se dire, bon, voilà, est-ce qu'on peut pas faire une mission courte pour vraiment évaluer, ou moi je vous accompagne pour évaluer ce que vous pourriez faire en 2024. Et ça peut être aussi, ce type d'action peut être fait aussi par d'autres éco-conseillers, mais en tout cas essayer d'avoir des missions flash pour regarder très rapidement, pas en faisant une étude approfondie comme disait Céline, là, des choses, mais là rapidement, est-ce que ça vaut le coup? L'objectif c'est de savoir un peu, est-ce que ça vaut le coup de creuser là et de s'y lancer rapidement ou pas. L'idée là, c'est de faire des missions assez courtes, sur un mois maximum, avec des déplacements limités, sur des tout petits budgets, et de creuser grosso un peu 5 thématiques, le bilan que vous avez fait, les publics, les améliorations possibles de l'offre ferroviaire, les actions envisageables en 2024, les échanges avec les partenaires. Mais, comme l'idée c'est de faire avec le budget, on adapte en fonction de ce que vous avez, de la complexité de votre situation. Parce que s'il y en a une seule ligne ou plusieurs, c'est pas la même chose. Du niveau de vos attentes, avec les partenaires, est-ce qu'il s'agit de juste d'avoir un dossier à remettre, est-ce qu'il s'agit d'aller négocier, de discuter, etc., de votre budget, de vos capacités, d'essayer de caler un peu une mission courte, vous pouvez voir, voilà, et ce type d'action, moi je peux le faire, et puis d'autres peuvent le faire, mais l'idée c'est de regarder un gros push rapide pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour 2024. Quatrième action, c'est, on l'a vu, c'est d'avoir des programmes régionaux, des TER pour les festivaliers, vraiment de construire un travail partenarial, à l'image un peu de ce qui a été fait autour d'Avignon, à l'image du coup de ce qui existe déjà en Pays de la Loire, mais essayer de créer progressivement une dynamique partenariale pour petit à petit améliorer la desserte ferroviaire des festivals. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir plutôt un format qui s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'en 2024, on se lance, et bien sûr, les deux premières choses à faire, c'est s'acculturer, essayer de voir si on va faire des expérimentations en 2024 là, rapidement, et puis après, en fait, en 2024, de commencer à préparer 2025 et 2026 avec l'idée de fin d'année, d'avoir préparé les choses pour peut-être 10, 15, 20 festivals en 2025, avec un intérêt, c'est qu'il y a, on peut avoir un programme dans une région, mais il y a un facteur sur lequel je pense c'est important de jouer pour vous, c'est l'émulation entre régions.
Parce qu'effectivement, ben, les politiques, ils réagissent aussi comme ça. Hein. On va être le premier, et si le voisin fait quelque chose et que nous on le fait pas, ça la fout mal. Et de ce point de vue-là, la 5e action, c'est de renforcer la dynamique de Festival en Mouvement. Alors, Festival en Mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est un projet national sur les mobilités des festivals, lancé par le collectif R2D2, Céline l'évoquait, avec des associations comme le COFI, le collectif des festivals élémentaires, etc., etc. Il y a 50 festivals, c'est soutenu par l'État, donc ça a été lancé en 2023. Il y a eu une enquête des publics avec 14 000 réponses l'année dernière, donc je vais revenir après sur la suite. Et en décembre, ils ont organisé un marathon créatif pour essayer de réfléchir aux prochaines actions qu'ils allaient mener en 2024-2025. Et ce qui me semble, c'est que ça, quand je parle de renforcer, c'est qu'il y a non seulement plus de festivals qui pourraient se dire, là il y a une dynamique nationale, en fait on va en bénéficier. Plus il y a une dynamique, plus il y a de monde, plus c'est bénéfique pour tout le monde. Mais aussi qu'il y a des partenaires qui pourraient appuyer ce projet qui ne sont pas aujourd'hui. Et je pense notamment à la SNCF, par exemple. Et donc je crois qu'il y a vraiment, on a là un levier énorme qui existe déjà. Et j'envoie un petit bonjour à Rudy du collectif du festival qui est connecté, mais il y en a pas mal d'autres dans les participants, les inscrits. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En fait, voilà, il y a une dynamique nationale qui est lancée, autant l'utiliser. Et de ce point de vue-là, je voulais vous partager 2 rendez-vous de Festival en Mouvement. Ce mercredi au BIS, à 17h15, présentation du projet à l'espace développement durable. Et le mercredi 31 janvier, en visio, à 14h, ils vont présenter les résultats de l'étude de 2023. Et ils présenteront les expérimentations qui vont être accompagnées dans le cadre de Festival en Mouvement. Et puisque j'ai encore un point, la 6e que j'ai pas mise, mais que je voulais mettre, que je vais dire du coup, je pense qu'il y a un intérêt à réfléchir à une agence des festivaliers, agence de voyage des festivaliers. C'est effectivement peut-être que dans le labyrinthe des offres, des tarifications, etc., des billets qui sont vendus, je pense au TGV 3 mois avant, etc., peut-être qu'en fait il y a des acteurs, soit des acteurs aujourd'hui des festivals, soit des acteurs qui sont déjà des vraies agences de voyage ou d'autres qui pourraient se rejouer ce rôle de tampon pour vendre des packs. À la Coupe du Monde de rugby, les agences de voyage voilà, disaient all inclusive, on prend tout, on vous enverra les billets d'avion, on vous enverra les billets de train, on s'occupe de tout. Voilà, il faut réfléchir à des choses aussi comme ça. Voilà, alors quelle suite avant de passer à la dernière session de questions, quelle suite pour le webinaire, vous allez recevoir le replay dès la fin du webinaire et normalement demain matin, un mail plus complet avec les supports et quelques indications supplémentaires. Vous pouvez, si vous avez besoin de discuter, vous pouvez envoyer un mail. Voilà, je suis à votre disposition. Et ce que je voulais aussi partager, c'est que du coup, si vous voulez qu'on échange, attendez, je publie, il faut que je publie ça, comment ça marche? Faut voir ça. Maintenant, si vous voulez qu'on puisse échanger, on peut aussi échanger à l'occasion des BIS, pour ceux qui y seront. Donc, sur le lien là, vous avez la possibilité de réserver un créneau pour qu'on prenne le temps de discuter de votre truc, ou tous les lundis après-midi, grosso modo, je vous propose des sessions aussi d'une demi-heure pour échanger si vous le souhaitez. Et puis voilà, et puis juste un dernier mot, parce que j'ai vu que certains, quand ils sont inscrits au webinaire, soit n'ont pas coché avoir le newsletter parce qu'ils voulaient voir ou avoir des informations, soit ont utilisé des mails personnels parce que je pense peut-être que les mails pro posent problème pour les spams, etc. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez envie d'être mieux inscrit, de le faire de le refaire pour bien mettre les bonnes infos. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on va faire une dernière session de questions. Herman. Oui. Oui, donc je reprends un peu les questions. Il n'y a pas eu vraiment de nouvelles questions là, suite à ta présentation, Benoît.
mais peut-être on peut en profiter pour ouvrir un autre chapitre de questions. Il y avait des questions notamment sur toutes les solutions mises en place, donc je reviens aussi aux intervenants précédents, sur les derniers kilomètres, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre la gare et le lieu du festival. Est-ce qu'il y a eu une réflexion notamment sur l'intermodalité avec le vélo? Est-ce qu'il y a des wagons qui accueillent des vélos qui ont été prévus dans les trains spéciaux que vous avez eus pour vos différents festivals? Et est-ce que vous avez d'autres expériences, d'autres manières de penser cette chose des derniers kilomètres qui séparent votre festival de la gare la plus proche? La question étant évidemment plus importante encore pour des gens dont la gare la plus proche est un peu plus éloignée, quoi. Je sais pas qui a envie de réagir. Ou Benoît, évidemment, toi aussi, hein, si tu as. Oui, alors, du coup, ce qu'on sait, c'est que du coup, à partir du moment où si vous avez une offre où vous avez plusieurs trains qui circulent, enfin, régulièrement, du coup, c'est hyper facile d'organiser une navette de bus. Alors, quoi que ce soit par l'agglomération avec le service habituel ou avec une offre dédiée, affrétée par le festival. Et j'ai vu qu'il y a, j'ai oublié son nom, Don Tour, qui est dans les participants. Voilà. Si le ferroviaire peut servir d'armature et derrière lequel on peut faire des navettes, y compris sur un festival qui est à 20 km ou à 15 km. Et s'il y a un train toutes les heures, on peut facilement faire une navette, un bus qui circule, qui fait des allers-retours entre la gare et qui ramène des gens à la gare et en ramène d'autres. Voilà. Et pour le vélo, je sais que lors du marathon créatif, il y a des festivals qui commencent à essayer de réfléchir à faire de la location de vélos à partir de la gare pour permettre d'aller au festival. Mais je sais plus où. Est-ce que c'est une réflexion où vous avez des exemples de bonnes pratiques là-dessus, Christophe, Jean, Rémi, Céline? Est-ce que dans vos discussions avec la SNCF, cette question de la présence des vélos dans les trains a été un sujet? Ouais, moi, ouais, je veux bien répondre. Ouais, c'est un vrai sujet. Et là aussi, je suis désolé, on parle que d'obstacles. Mais c'est toujours nous, ce qu'on nous oppose très souvent, en tout cas la raison qu'on nous donne, c'est qu'effectivement une rame avec des vélos, c'est bien souvent une rame avec moins de passagers. Enfin, c'est plus compliqué, ça prend plus de place, voilà. Donc en plus, il semblerait qu'en tout cas dans notre région, on dispose pas forcément de beaucoup de rames pouvant accueillir des vélos. Donc c'est un usage qui est pas encore complètement développé, quoi. Donc on est plutôt nous à réfléchir sur mettre à disposition des vélos en sortie de gare. Il y a toute la place, toute l'infrastructure possible. Et on a un service en plus qui vient de se créer de location de vélos électriques sur notre agglomération et avec tout un réseau sur la ville et même à l'entrée du festival, puisque l'agglo a eu la bonne idée d'implanter une antenne de location de vélos sur l'entrée du festival, quoi. Après, d'autres exemples, j'en ai pas comme ça qui viennent à l'esprit. Ouais, alors, du coup, j'ai entendu au marathon créatif, alors du coup, je sais plus dire qui disait, mais qu'il y avait une région, je crois que c'était une région qui réfléchissait, je sais pas si c'était pas Bretagne, à avoir un stock genre de 200 vélos en location et qui pourrait en fait mettre à côté d'une gare pour un festival et mettre pour un autre festival le week-end d'après, l'affecter à une autre gare, un autre trajet gare, voilà. Mais ça, j'ai plus en tête si certains qui sont participants là, qui n'ont pas la parole peuvent le mettre ont la réponse, peuvent le répondre aussi dans le chat. Oui, alors j'ai pas tellement d'autres questions qui sont venues. Bon, il y a la question effectivement de la tarification. Je sais pas si certains veulent, c'est-à-dire du couplage du billet entre le billet du festival et le billet de transport. Je crois que vous avez tous évoqué la difficulté que c'est d'articuler les choses et aussi de rendre claire et lisible l'offre le plus tôt, dans les temps. Donc là, la proposition de Benoît d'aller vers une agence de voyage qui faciliterait ce travail, ça peut être une piste.
Est-ce que sur cette question de la tarification, du billet couplé, il y a quelqu'un qui donnait un exemple? Alors c'est évidemment un contexte un peu différent puisque c'est un exemple en Angleterre où le train est largement privatisé, mais en Angleterre, Virgin Trains travaille avec des festivals dans le cadre de partenariats qui offrent 30% de réduction aux festivaliers. Et du coup, il y a un code unique pour le billet de train et le billet d'entrée dans le festival. Est-ce que ça pourrait être envisagé chez nous? Est-ce que tu crois, Benoît, qu'à terme relativement proche, on pourra avoir une plateforme de billetterie unique entre la SNCF et l'ensemble des festivals de France, qui ne soit pas un monopole, évidemment? Ben, du coup, je connais mal encore les solutions qui ont été mises en place dans différentes régions, dont parlait Rémi, Jean ou Christophe, mais en soi, déjà, chaque région essaie un peu de s'autonomiser de la SNCF, donc ils sont en train de quand même la plupart de créer des plateformes où on peut acheter directement à la région le ticket de TER. Donc, sur cette base-là, je pense que techniquement, si une région veut, elle, vendre des billets plus de 3 mois à l'avance, en disant, normalement les trains circuleront, donc je les vends déjà, je pense qu'ils sont déjà capables de le faire ou qu'ils peuvent être capables de le faire rapidement. Voilà. Mais, donc voilà. Donc du coup, là, je suis plus intéressé par le retour d'expérience parce que du coup, c'est vrai que quand vous parlez de tarification intégrée, les uns les autres, c'est vendu, j'ai compris que certains c'était vendu, on incite les gens qui ont acheté le billet pour le festival à prendre le billet de train spécial après, et d'autres, quand c'est ensemble, quand est-ce que la billetterie est ouverte, parce que du coup, est-ce que c'est en même temps que la billetterie classique, ou en fait ça arrive bien plus tardivement? Alors je vais répondre à ça. Pour l'exemple de Jazzavienne, c'est tout l'intérêt en fait de. Là, nous, on présente l'intégralité de la programmation au 15 mars. Évidemment, la pression qu'on met à tout le monde, c'est que ces offres soient prêtes pour ce lancement-là, pour que les packs TER plus concerts puissent être visibles. Parce que, comme disait Jean tout à l'heure, on a des festivaliers qui se préoccupent du transport un peu plus tard, finalement, peuvent se jeter sur certaines places de concert dans la peur qu'il n'y en ait plus et que ce soit complet et que le transport est géré après. On a bien vu que finalement, quand le timing est bon et que les offres sont claires, lisibles et dans le bon timing, comme je disais, nous, sur l'offre TER plus concert, pour jouer encore un peu plus, on fait une réduction de 5 € sur le prix du concert pour qu'il y ait un vrai avantage, en fait. Et la simplicité en un clic et autres. Parce là, nous, on touche qu'un public lyonnais, mais les discussions aussi avec la région, c'est aussi d'essayer de développer le TER illico événement dans le sud, en direction de Valence. Puisque là, pour l'instant, c'est que Lyon-Vienne. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de timing pour pousser au report modal aussi, pour que les gens puissent prendre le train, parce que chez nous, c'est la solution pour la région lyonnaise la plus rapide, la moins coûteuse. Donc, on essaie de la mettre en avant par des petites opérations comme celle-ci. Il y a une question qui peut-être est intéressante, puisque Benoît, tu parlais de l'acculturation nécessaire entre acteurs culturels et acteurs des transports. Peut-être question pour Céline dans le chat, qui est comment s'est fait le travail d'acculturation réciproque de manière assez rapide, là finalement, dans le cas d'Avignon. Quelle méthodologie, quelles personnes impliquées? Alors, si j'ai bien compris, il y a eu une volonté première de la région qui a probablement facilité les choses avec les acteurs des transports, mais comment vous avez vécu ça? Comment ça s'est passé concrètement là, ces derniers mois pour que les festivals et les acteurs des transports se comprennent et trouvent un chemin commun? En fait, ça a été assez rapide parce que je pense qu'ils voulaient dérouler derrière. Donc, en fait, on a juste fait une séance de travail de 2 heures où
l'idée c'était qu'ils comprennent bien, parce que clairement chacun son métier, ils n'avaient pas forcément en tête comment fonctionnait un festival, qu'est-ce que c'était, même je dirais un peu grossièrement, hein, mais ils n'avaient pas forcément en tête le fait qu'il fallait attendre peut-être parfois la tombée de la nuit pour démarrer un spectacle et que donc ça pouvait finir à 1h, 2h du matin, etc. Donc ça a été plus sous forme informelle dans une réunion de travail et d'échange où par un jeu de questions-réponses, on leur a partagé nos problématiques. Ça s'est fait plutôt dans ce sens-là d'ailleurs que dans le sens inverse où ils nous ont donné eux leurs contraintes un peu techniques et opérationnelles sur la mise en place de nouveaux trains. Ça, c'est des échanges qu'on avait eu préalablement avec David Dirl, donc qui avait travaillé avec Benoît en amont sur comment tout ça s'articule et quels sont les soucis et les contraintes à avoir en tête. Mais c'est vrai qu'acculturation, c'est peut-être un bien grand mot pour ce qu'on a fait. C'était plus une séance d'échange un peu rapide parce qu'ils n'ont pas un temps infini à nous consacrer et que c'était plutôt, ils voulaient comprendre quelles étaient nos problématiques et nos enjeux pour pouvoir formaliser l'offre par la suite. Mais en tout cas, ce qu'on comprend aussi par ton témoignage, c'est que c'était utile d'avoir aussi le regard de Benoît indirectement pour comprendre ce qui est possible, enfin entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Mais c'est complètement parce qu'en fait, donc nous, on travaille aussi très, très en lien avec le vice-président au transport de la région qui nous soutient et qui nous accompagne fortement sur le projet. Mais on voit bien, lui, il nous a demandé, il nous a dit, c'est super que le COFIS s'empare de ça parce que il y a plein de gens d'associations, de festivals, même d'événements sportifs qui viennent toquer à ma porte en me demandant des choses qui sont infaisables ou dans des temporalités pas du tout réalistes. Et en fait, pour lui, ça l'arrange de pouvoir dire attendez, il y a le COFIS qui travaille sur une expérimentation, c'est en cours, il va y avoir des trucs qui vont en tirer un document qui va être mis en open source, ça va être partagé, ça va lancer des choses par la suite. Et pour l'instant, il est content de pouvoir envoyer vers nous parce que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est le graphique que tu montrais tout à l'heure, Benoît. Il y a une surface de connaissances communes qui est hyper restreinte. Nous-mêmes, au niveau des festivals, parfois, on pense que c'est très simple, mais il y a des enjeux derrière qui sont tellement énormes en termes de coûts, de techniques, de fret nocturnes, de travaux, que c'est très lourd à changer. Donc, il ne faut pas non plus effectivement attendre que tout se fasse du jour au lendemain, mais une fois que les expériences sont faites, en tout cas, on sait que ça peut se faire. C'est ça qui est bien. Oui, parce que dans ce que tu dis, ce qui me semble aussi, pour aller dans ton sens, ce qui est hyper important, parce qu'on a le retour de plusieurs régions, c'est que effectivement, ils sont en difficulté des fois, et donc du coup, ils ont peur que tout le monde vienne taper à la porte dans tous les sens, avec des demandes, ou même les festivals ou les événements sportifs ne sont pas non plus acculturés et demandent des choses irréalisables. Et effectivement, je pense que ce qui est là où tout le monde a gagné, c'est que pour eux, c'est qu'on puisse, comment on fait pour qu'il y ait un cadre qui soit fixé, qui permette à chacun de travailler, comme disait Rémi, en Pays de la Loire, ça tourne, le cadre est fixé, ça roule. Mais comment ailleurs on peut construire un cadre pour organiser les choses et en plus, comment on peut accompagner les acteurs culturels pour qu'ils puissent faire des demandes réalisables, effectivement, qu'ils soient réalisables, mais qui aussi permettent que les acteurs du ferroviaire ne se cachent pas derrière c'est compliqué, repasser. Effectivement, parce qu'il y a des choses, quand on a un peu d'expertise, on peut savoir que non, ça vous pouvez dire que vous avez des contraintes, vous avez des difficultés, mais vous ne pouvez pas dire juste comme ça, c'est pas possible parce que voilà, vous êtes déjà à tête sous l'eau. Non, on peut discuter, on peut créer un cadre rassurant du coup aussi pour tout le monde en fait, pour les acteurs de la culture, les acteurs de la mobilité. Et si on arrive à faire ça, effectivement, du coup, la réaction du vice-président de mobilité de PACA me semble quelque chose qu'on retrouve partout ailleurs, qu'on doit retrouver ailleurs. Et donc du coup, si on fait ça, on peut avancer tous ensemble. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Et ce que je disais aussi, c'est que nous, comme on est sur un territoire aussi qui s'était manifesté pour être pilote sur les RER métropolitains, on leur donne une occasion aussi de faire des tentatives pendant qu'ils ont leur candidature qui court là-dessus pour faire des tests et montrer qu'ils en sont capables. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils s'en sont emparés, je pense. Oui, du coup, et une chose qu'on n'a pas souligné, c'est que je pense que même si Festive Avignon n'est pas précurseur, parce que du coup, Jazz à Vienne, en Pays de la Loire, Cabaret Vert font des choses depuis longtemps, mais le fait que à Avignon, il y a cet effort fait en 2024 pour améliorer la desserte du festival pendant un mois,
en adaptant l'offre TER, ça devrait faire du bruit médiatiquement. Et donc, du coup, ça peut aider tous les autres. Et donc, du coup, ça peut aider à ce que d'autres se mettent à bouger. Voilà. Donc, Avignon peut être une locomotive, pas parce qu'elle est la première, mais parce qu'elle a plus d'impact médiatique. Je crois, Benoît, qu'il y a des gens qui commencent à partir. Ouais. Peut-être, comme tu le proposais, on peut rester pour échanger, mais peut-être saluer les gens qui sont bons. Oui, donc, merci à tout le monde. Merci aux intervenants. Et du coup, on regarde pour les questions. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange en visio ou au BIS ou par mail. Voilà. Et suivez bien Festival en Mouvement. Voilà. À bientôt. Merci à tous. Et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.